Et salut tout le monde, bienvenue dans ce débrief de la rencontre de Coupe de France entre Metz et Valenciennes, les Messins qui se sont qualifiés après cette belle victoire 4-0 sur le terrain de Valenciennes, une victoire qui aura été assez intéressante dans le contenu puisque on a pu voir notamment certains joueurs pas habitués à être titulaires avec l'équipe en Ligue 1 et on a eu surtout un score assez intéressant avec notamment un but, mais alors quel but de monsieur Papé Matar Sarr qui nous a illuminé cette fin de rencontre avec ce 4e but. Beaucoup de bonnes choses à dire. Et donc ça nous fait quelques éléments à débriefer, même si bien sûr ça n'est qu'un match de Coupe de France. Il y a beaucoup plus de choses à dire forcément quand il s'agit de Ligue 1, mais il y a quand même 2-3 choses dont on peut évoquer l'analyse. Et pour justement apporter toutes ces précisions, j'ai bien sûr avec moi Monsieur Grenat Forever. Comment vas-tu Grenat Forever ? Bonsoir, monsieur Toquet. Écoute, tout va pour le mieux, hein, comme je le dis d'habitude, quand Metz gagne, mais les lendemains de victoire sont forcément toujours bien. Surtout quand la victoire elle est large, 4-0, comme on n'a pas l'habitude d'avoir ça du côté du FC Metz. C'est tout simplement la plus grosse victoire de la saison c'est la plus grosse victoire de la saison. C'est ça, tout simplement. On avait déjà mis 4 buts dans un match. C'est ce que j'allais dire. Pas oui. sur un score aussi lourd. C'était 4-2 contre Brest, on s'en souvient dans ce match là aussi qui avait été un peu foufou, notamment en deuxième mi-temps. Mais là, on va rester bien sûr sur ce match de Coupe de France. Avant de commencer, bien sûr, j'ai envie de vous rappeler que vous pouvez nous donner votre top et flop dans les commentaires. On va faire cette partie-là à la toute fin de ce débrief avec Grenat Forever. Mais bien sûr, dites-nous un peu en commentaire votre top et flop, aussi vos impressions générales sur ce match. N'hésitez pas à le faire. N'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Encore une fois, un grand merci à ceux et celles qui se sont déjà abonnés ou qui vont s'abonner à la suite de ce débrief. Vous avez aussi le programme à l'écran, donc on va essayer de peut-être moins se concentrer sur des événements proprement parlés dans ce match. On a un peu découpé ça en plusieurs parties, avec une partie, on va dire, c'est davantage orienté d'un point de vue collectif, de la performance collective, et on va s'attarder sur quelques performances individuelles. Mais voilà, donnez-nous un peu votre avis sur les différentes performances des joueurs ou du collectif, bien sûr, encore une fois, dans les commentaires. Est-ce que tu es prêt, Grenat Forever ? Toujours. Tout de suite, nous allons du côté de la composition des deux équipes. Alors, on va regarder tout de suite ce qui se passe du côté de Valenciennes, puisqu'on avait dit, Grenat Forever, que cette équipe de Valenciennes, sur les derniers matchs, avait tendance quand même à beaucoup utiliser, un système à 4 défenseurs. On avait parlé notamment du 4-3-3. On avait aussi regardé ce qui s'était passé lors du tour précédent, donc contre Reims notamment, puisqu'ils avaient gagné dans ce match un peu olé olé 4-3 contre Reims. Ils avaient aligné, si je me souviens bien, un 4-4-2. Et donc on se disait, bon, est-ce que Valenciennes va jouer plutôt comme d'habitude, comme en championnat de Ligue 2, c'est-à-dire avec 4 défenseurs 4-3-3, ou est-ce qu'au contraire ils vont plutôt avoir une orientation plus défensive, avec aussi, tu l'avais très bien dit dans l'avant-match, que certains joueurs allaient retrouver leur place dans l'équipe, puisque par exemple on parlait de N-Team, qui était aussi un des noms évoqués parmi les retours. Et finalement, Grenat Forever, on est du côté de Valenciennes sur un 3-4-3 si je ne me trompe pas, avec finalement, et on en reparlera par la suite pour le contenu du match, mais une formation qui semble assez quand même défensive sur le papier, d'accord, mais il y a quand même des bons éléments offensifs dont il fallait se méfier, bien sûr, surtout à la vue de cette composition. On a eu un système que j'avais dit qu'il était possible de revoir avec le retour de suspension d'Emmanuel N-Team. C'est-à-dire vraiment, en plus, ça tombait bien, c'est pour se calquer sur le système messin. En plus, comme ils ont certainement vu qu'on avait du mal à jouer contre des équipes qui jouaient comme ça, pour permettre à Geoffrey Cuffo de jouer en piston et pour pouvoir vraiment mettre un trio avec Cabral, Guillaume et Gaëtan Robaille. Oui, c'est ça, effectivement, tu avais bien noté. Alors, il n'y a pas non plus trop de surprises. Je crois que Konaté, c'était pas le gardien titulaire côté Valenciennes, si je me trompe pas. C'est leur gardien remplaçant. C'est ça, et donc effectivement il y avait quelques changements. Alors encore une fois, si vous avez l'occasion de retrouver notre avant-match, où on avait un peu parlé de la composition, je crois, contre Toulouse, on avait un peu parlé, les changements majeurs opérés. Alors c'est vrai que par exemple vous avez alors en défense centrale, alors je m'excuse si je prononce mal le nom, mais c'était Vandé Nabélé qui était accompagné, qui accompagnait, tu sais, Doucouré et Ntim.
Sachant qu'effectivement, comme il jouait à 2 centraux contre Toulouse, et ben, il n'y avait pas 3 centraux, donc il y avait un centraux à rajouter en plus. Mais alors, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Sinon, je réfléchissais vite fait. Mais au milieu de terrain, c'était Piccolo et Kankava contre Toulouse. Là, on est sur Kankava d'Almeida sur le milieu de terrain. Et après, pour ce qui concerne le reste des éléments, il faut noter quand même la présence de Kufo hein, au poste de piston droit, hein, puisque c'était Dos Santos qui jouait contre Toulouse, pareil si je me trompe pas. Donc voilà, c'est un peu les changements qu'il y avait par rapport à Toulouse. Et pour le reste, bah, Guillaume et je me trompe pas, Robal et Cabral y étaient contre Toulouse. Et c'était juste le seul joueur de Toulouse qui n'est pas là, c'était Diliberto. Voilà, qui on va dire est peut-être le seul cadre qui n'a pas commencé titulaire hier, du coup. Ouais, du coup, ouais. Côté FC Metz Grenade Forever, là, il y avait évidemment la grande question, la question à 1 milliard, qui était de savoir si Frédéric Antonetti allait pas bousculer les choses. Et qu'est-ce que ça veut dire bousculer les choses? C'est-à-dire peut-être abandonner le schéma que l'on connaît à 3 défenseurs centraux. Et pourquoi pas revenir à un schéma qui, je vous le rappelle, a quand même été à l'origine de l'une tout simplement la plus grande série d'invincibilité cette saison en Ligue 1, Grenade Forever. Hein. C'était quand on était en système à 4 défenseurs. Donc 2 centraux et 2 latéraux. Et donc on se demandait peut-être que ouais, un 4-3-3 hybride, et surtout quand on voit les absents qui étaient annoncés côté Messin, bien sûr absents, je parlais aussi de éventuellement d'autres joueurs qui auraient pu postuler pour ce match, les joueurs qui étaient aussi laissés au repos, hein, surtout, comme Braun et par exemple John Boy. Et donc on était un peu dans l'attente, on était content, on disait ouais ça se trouve on va être bien surpris. Et finalement, bah on n'a pas été surpris parce que bah on se retrouve avec avec quoi, la même défense que contre Amiens en fait, Grenade Forever. Ah, c'est ça, bah, le pire c'est qu'en off on a limite rigolé à se dire il va quand même pas remettre Mathieu Hudol axe gauche parce que quand il l'avait fait, Hudol n'avait pas joué 3 jours avant. Or là, ayant joué 3 jours avant, on s'est dit non, il va quand même pas le remettre axe gauche dans une défense à 3 et pousser entre guillemets la formule jusqu'au bout pour pas changer de système. Au final, c'est ce qui s'est passé. Hein. Il fait enchaîner Mathieu Hudol pour pouvoir mettre et Hudol et Delaine et garder son schéma à 5. Ouais, garde son schéma à 5 et donc on moi, je m'y attendais pas. Hein. Bon, clairement, t'es pas le seul. Hein. Je pense que énormément de personnes, nous, mais aussi voilà, parmi les gens de la communauté, certains médias fans, on avait tous un peu donné une composition, alors détachée pour le coup de ce que l'on voyait dans la presse, mais tu sais, avec l'impression que l'on avait avec tous les éléments en place. Et on se disait, ouais, une défense à 4 a largement du sens. Ça avait du sens surtout que la question était posée à Antonetti en conférence de presse qui avait dit que ouais, c'était une option. Tu vois, avant le match. Et donc finalement, non. Donc, écoutez, on se retrouve à nouveau avec cette défense à 3, malgré les joueurs qui ont été notamment laissés au repos, comme on a dit, comme Braun et Boy. Je veux noter, bien sûr, la première titularisation de Monsieur Caillard post-suspension d'Oukija, puisque Caillard avait déjà joué auparavant. Mais comme vous savez, Oukija a été suspendu pour une période de 4 matchs plus 1 avec sursis. Et donc, on démarre cette période de suspension pour Oukija par donc la titularisation de Caillard dans les buts, une titularisation qui s'en suivra d'autres, hein, comme vous le savez, puisque avec la suspension d'Oukija, il sera tout simplement titulaire contre notre prochain adversaire qui sera Lens. 3 matchs pour le coup, puisqu'il a joué le 4e. Ah oui, 3 matchs, pardon. Tant pour moi. Ah oui, 3 matchs. Donc on est sur du Lens, on est sur du Rennes, et on est sur du quoi le dernier, j'avais dit Grenade Forever, Monaco ou Lille, je ne sais plus. Monaco. Donc on le verra encore un peu, mais c'était une première. Oui, tu disais. Plus il y a affinité, hein, évidemment. Ça, c'est l'avenir. Ah, mais on va pas aller sur ce débat. Mais en tout cas, non, sur ce débat mais on parlera de sa performance après. Il y a une partie qui lui est dédiée, mais voilà. Donc sa titularisation était à signaler. Pour le reste, vu que finalement on est dans un système en 3-5-2, 3-4 hybride, mais surtout 3-5-2 depuis les derniers matchs, comme vous voulez, il y a forcément un milieu de terrain qui ne sera pas dans la composition, puisque de notre esprit, le 4-3-3 hybride réservé 3 milieux de terrain plus un numéro 10, donc 4 milieux de terrain, et donc finalement il y a un milieu de terrain à enlever dans notre équation de départ. Et donc il décide de titulariser Maga qui, comme je vous le rappelle, était suspendu pendant 2 matchs
pour des propos assez olé olé à un officiel, je crois, de la Ligue pendant le match contre Saint-Etienne ou à la fin du match contre Saint-Etienne. Et donc, il faisait son grand retour, titularisation pour lui permettre de retrouver du rythme dans l'optique, certainement, du match dans une semaine contre Lens. Et pour l'accompagner, Monsieur Victorien Angban, le fameux El Famoso au milieu de terrain, qui là pour le coup, comme vous savez, espère profiter des dernières minutes qu'il a de titularisation possible, vu que avec les retours progressivement de certains joueurs qui sont notamment, je dirais, en train de retrouver vraiment leur niveau d'avant ou vont vers cela, je pense bien sûr à Pajot, et aussi certains joueurs qui vont être à nouveau potentiellement, tu sais, sélectionnables dans un groupe. Je pense bien sûr à Monsieur Endoram. Les minutes de Monsieur Angban au milieu de terrain sont très très comptées. Et donc, il avait une opportunité de pouvoir peut-être montrer une autre image que ce qu'il avait montré notamment, si on s'en souvient bien, dans le match contre Amiens notamment, qui n'avait pas été non plus, tu sais, très extraordinaire, ça c'est clair. Et donc, il a une autre opportunité pour lui de se montrer. Et j'ai oublié, mais à la gauche et à la droite de ces messieurs, parce que comme ils montent, ils sont très souvent à la gauche et à la droite de Maïga et d'Angban. Là, pareil, vu que on n'est plus maintenant dans la préparation du match contre Lens dans une semaine dans un optique de 4-3 hybride, Delaine est donc à gauche, en piston gauche, vu que Hudel est en centrale gauche. Et donc en piston droit, c'est bien Fabien Santonze. Voilà. Parce que notre plan de départ qui était de dire que Hudel allait être latéral gauche et Delaine latéral droit tombe à l'eau. Et donc finalement il n'y a pas de surprise quand tu sais qu'Hudel est central gauche, donc Delaine à gauche et Santonze à droite. L'autre milieu de terrain, le créateur, on pensait certainement que Boulaye allait être mis au repos pour un peu tout simplement lui faire une petite coupure, ça fait absolument pas de mal. Et donc on met Maziz en tant que numéro 10 qui était à la base, on va dire, le remplaçant désigné de Boulaya quand l'effectif a été pensé. Peut-être que l'année prochaine ça sera assez différent, surtout si si notre artiste algérien s'en va et que peut-être que Sarr, je ne sais pas, sera numéro 10 l'année prochaine. Mais ça n'est pas un sujet que nous allons aborder tout de suite pour éviter d'énerver certains de vos supporters. Mais donc Maziz, effectivement, était en position de créateur. Et les joueurs de devant, si on reprend nos propos d'avant-match, on s'était dit, bon, Yad n'a pas joué le match d'avant en tant que titulaire. Ni encore le match d'avant. On se dit, bon allez, Yad il va quand même commencer ce match, faut pas exagérer. Le gars joue quasiment pas en ce moment, c'est pas possible quoi. On se demandait même qui allait l'accompagner. On avait fait 2 théories, je crois, Grenade Forever. On avait dit Ambrose, si je me trompe pas, ou Wagner pour accompagner Yad. On était plus dans le qui allait jouer à côté d'Yad, plus Ambrose ou Wagner, même si on pensait quand même que Ambrose allait accompagner Yad, étant donné que Wagner était encore peut-être un peu touché suite à sa blessure au tibia. Mais au final, encore une mini surprise, si on peut dire. Attendez, Yad commence à nouveau pas un match et puis on est en Coupe de France. On n'est pas non plus, on n'est pas dans un match de Ligue 1 bas tableau. Non, on est en Coupe de France et Yad ne commence pas et donc on a ce duo Wagner-Thierry-Ambrose. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise moi ? Alors moi ma théorie Grenade Forever, c'est que je pense réellement que Antonetti se dit. Je pense qu'on a été trop rapide avec Yad quand on a voulu des fois le mettre titulaire. Et pour moi, il n'est pas prêt pour démarrer un match en tant que titulaire aujourd'hui. Objectivement, quand tu vois ça, Grenade Forever, le prochain match, il est dans une semaine contre Lens, il n'est pas dans 3 jours. Comment on peut interpréter ça autrement ? Moi, je vois pas. Ta théorie se tient. Est-ce qu'il paye un peu les pots cassés de sa dernière titularisation dans le derby ? Après, si c'est que lui qui paye les pots cassés de ce match-là, j'ai envie de dire c'est un peu dur, mais comme Antonetti aime bien demander beaucoup à certains jeunes, est-ce qu'il n'a pas perdu une belle carte à jouer dans le derby ? Moi je vois ça comme ça, c'est vrai que c'était très très étonnant de ne pas le voir commencer en Coupe de France, surtout avec un Wagner qu'on avait dit incertain. Ça veut dire qu'en gros on préfère mettre quand même un Wagner qui n'était peut-être pas à 100% plutôt qu'un Yad à 100% et qui manque de temps de jeu. Donc là, pour le coup, le choix est fait. Alors, ok, il veut encore une fois mettre Wagner ou Ambrose sur un terrain n'est pas la question, mais la question c'est par rapport à Yad, effectivement. Est-ce que c'est vraiment ils veulent retravailler avec lui pour à nouveau qu'il, qu'il pense qu'il n'est pas prêt tout simplement pour démarrer un match et donc voilà, donc c'est à nouveau ce duo là parce que c'est la deuxième fois Grenade Forever qu'on a un Wagner Ambrose, c'est ça ?
Bah, bien sûr, la deuxième fois, et on se souvient tous de la première, hein, c'était lors de notre peut-être pire match de la saison à l'extérieur à Saint-Étienne. Ah, c'est ça que ce match est C'était il n'y a pas absolument. si longtemps que ça, hein. C'est vrai. Assez exécrable ce match, notamment. On a balancé des ballons devant de manière assez extraordinaire après avoir été mené au score. Et on a Est-ce que Frédéric Antonetti a pas voulu justement, entre guillemets, leur laisser une seconde chance, pas personnellement l'un et l'autre, mais le binôme ensemble, se dire bah, ils ont merdé à Saint-Etienne, on va essayer de relancer ce duo justement pour ce match de coupe. Ouais, d'accord. Ouais, donc pour le coup, c'est aussi une possibilité d'analyse de la situation. Donc là, on a fait le tour sur voilà, les compositions des deux équipes, hein, l'aspect tactique pour les deux équipes. Maintenant, rentrons dans le match directement qu'on a Forever. On peut le dire, c'est une rencontre qui a été assez débridée au final. Parce que l'impression que l'on a avant d'entrer même dans les stades collectives, c'est que aussi bien Metz que Valenciennes ont décidé de jouer à fond ce match, peu importe entre guillemets la situation au score, tu sais qu'il pourrait y avoir. Les deux équipes voulaient pour le coup attaquer dans ce match, hein. Bah, j'ai envie de dire que nous, on est ces envies-là. Après ce qu'on avait montré mercredi, j'ai envie de dire c'est un peu ce qu'on attendait en réaction. Que Valenciennes ait des intentions comme ça, vu notre match de mercredi, peut-être qu'ils auraient vu Olivier Guégan aurait peut-être dit d'employer la même tactique qu'Angers. Mais après, il est resté fidèle à ses principes de jeu que lui, il a en Ligue 2, hein. C'est une équipe qui est un peu comme ce que fait Francaise avec Lens, hein. C'est une équipe qui attaque à tout va. Peu importe le résultat, peu importe l'adversaire qu'il a en face. Donc c'est pour ça que ça donnait ce match débridé, surtout cette première mi-temps un petit peu qui allait d'un but à l'autre, hein. Exactement, tu as tout à fait raison, c'était un peu du attaque-défense pour les deux équipes durant ce match. Vous avez à l'écran les statistiques collectives, et on voit que Valenciennes a eu beaucoup plus la balle que le FC Metz. Le FC Metz qui au final aura quand même beaucoup fait de jeux en transition, Grenade Forever. Ce qui d'ailleurs nous a assez aidé quand même dans pas mal d'actions de but, hein. Mais Metz effectivement avec notamment ses joueurs présents, euh, c'était un peu, je dirais, la solution la plus simple, parce que quand on voit les premières minutes de Grenade Forever, et je crois que j'ai tweeté dessus pendant le match, euh, je pense que tu l'as remarqué aussi, mais jouer de manière longue, comme on l'a fait à un moment donné au début du match, en voulant jouer long sur Wagner ou sur Ambrose, qui sont pas des joueurs qui, dans les duels aériens, sont forcément, tu sais, des rois. Euh, Moi, ça m'a. Heureusement que ça s'est pas fini comme ça, mais moi, ça m'a un peu rappelé, tu sais, Saint-Etienne, où on a voulu faire pareil, tu sais, jouer long sur ces deux gars devant, en leur disant démerdez-vous dans les duels aériens et essayez de faire quelque chose. Mais tu sentais pas vraiment, tu sais, qu'on a faveur de la construction offensive dans les, je sais pas, dans les 15-20 premières minutes de jeu. Euh, on va dire que notamment les penalties ont déclenché peut-être plus d'ouverture dans le jeu. Mais, mais finalement, moi je vais te garantir que ouais, pendant les. Ouais, peut-être pas les 15, mais genre 10 minutes, ouais, c'était vachement. Tu sais, c'était vachement stéréotypé FCMS, quoi, hein. Ouais, ce qu'on a l'habitude de voir ces derniers temps. Alors après, est-ce que c'était pas là peut-être la bonne tactique de jouer, de sauter une ligne, étant donné que Valenciennes jouait quand même avec un bloc vachement haut. Est-ce que le fait justement de sauter les lignes, ça pouvait pas les emmerder du coup? C'était peut-être un plan, mais je suis pas persuadé que avec les pénaltys, je pense que Metz aurait quand même joué d'une manière différente. Je pense dès la 20e ou la 30e minute. Ouais, parce que c'était pas forcément très efficace, tu vois, cette manière comme tu dis, de sauter les lignes. Quand tu regardes au global de ce match, donc après, effectivement, ça s'est un peu plus décanté par les pénaltys. On va en parler juste après du petit focus sur les pénaltys, mais finalement, ouais, le jeu de transition, c'est là où on a fait beaucoup plus mal, hein, quand tu as quand t'as des joueurs de devant qui sont très actifs dans leur déplacement, aussi bien Wagner qu'Ambrose, même à Maziz, avec Delaine qui en plus fait beaucoup de courses comme d'habitude. C'est sûr que avec une équipe de Valenciennes qui, comme tu l'as dit, aime bien jouer, a du mal aussi à resserrer des fois ses lignes. Tu as beaucoup plus d'espace pour avoir des occasions. Et ce match en général, Grenade Forever était un match à occasion de but. Il y a eu en tout cumulé entre les deux équipes 29 tirs durant ce match. 9 ont été cadrés.
Donc on est sur un match où voilà quoi, même une équipe de Valenciennes n'a pas, comme tu l'as très bien dit, n'a pas cherché à retenir ses coups. Ils tirent 18 fois au but et surtout c'est que même après être mené notamment au score, tu sais, quand ils étaient menés 2-0 et ils prennent le deuxième but à la 34e minute de jeu, c'est une équipe qui n'a pas cessé d'attaquer, tu vois. Ils ont continuellement attaqué et même en risquant de se prendre, tu sais, d'autres buts par la suite. Et donc en fait, au final, Ghana Forever, c'est une rencontre débridée, mais qui était plaisante à voir. Ouais, puis comme je te disais, c'est des rencontres que Metz aime bien. Nous, les transitions rapides, on est peut-être l'une des meilleures équipes de Ligue 1 quand on a l'opportunité de jouer en transition rapide. Et contre une équipe qui ouvre autant le jeu et autant les vannes que Valenciennes, et ben forcément, nos qualités, du coup, elles sautent aux yeux et c'est là qu'on est les meilleurs. Ouais, c'est ça, c'est là où en plus nos capacités d'accélération sont mises en évidence. Mais pour cette transition rapide, il faut, comme l'a dit Frédéric Antonetti, de la lucidité et pas beaucoup de déchets techniques. Et hier, on n'en a pas vu beaucoup du déchet technique pour pouvoir permettre à ces transitions rapides d'amener des situations dangereuses. Oui, c'est ça, bien appuyé notamment par, certains en ont beaucoup parlé, de Maziz, hein, qui a été loin, tu vois, qui a Mm. plutôt été intéressant sur ce match. Alors, on n'en fera pas un point détaillé tout de suite, alors je peux vite fait vous donner les choses, hein, mais c'est vrai qu'un Maziz sur ce match, il est voilà, dans une situation qui est pas non plus, il a 72% de passes réussies, tu vois. Pour le coup, c'est un créateur qui a été assez propre. Je crois que si on compare par rapport à Boulaya, Boulaya est un créateur qui a peut-être même plus de déchets que ça, tu vois, dans un match en général de Ligue 1. Alors peut-être que c'est l'adversaire qui, laissant plus d'espace entre les lignes, entre les joueurs, te permet d'avoir plus facilement d'efficacité dans ton jeu de passe, hein, notamment dans ton jeu de passe vers l'avant. Mais c'est vrai que ça a été un peu mieux effectivement que ce qu'on pouvait voir lors d'un match de Ligue 1 récemment côté FCS. Bon, en tout cas voilà, c'est un peu pour vous dire que ce match aurait été très intéressant, mais il a été très intéressant parce qu'il a été aussi plein de faits de jeu. Et c'est un peu la deuxième partie sur laquelle j'aimerais qu'on l'on aille, qu'on a Forever, c'est sur les penalties. Parce que cette histoire de penalty, qui m'a fait beaucoup marrer en début de match, d'ailleurs je me suis demandé même si Frappard n'avait pas, tu sais, des primes, tu sais, pour chaque penalty qu'elle sifflait. Hein. Ah mais c'est vrai, enfin c'était. Non, mais Ah, c'est vrai que ça peut, on va en parler. ouais, parce que pour le coup, tous les penalties finalement, enfin la plupart des penalties ne sont pas sujets à discussion. Il y en a peut-être un dont on peut parler, qu'on en parlera juste après, où il y a peut-être une discussion. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le premier penalty, il intervient très tôt dans le jeu, 5e minute de jeu, Monsieur 111, et on parlera après de 111, mais 111 tacle de haut but un joueur de Valenciennes, penalty obtenu par Valenciennes, penalty indiscutable, hein, je pense qu'on est d'accord, hein, Gordon Forever. Oh non, bien sûr qu'il est indiscutable. Il conteste même pas. Je sais pas si c'est de la maladresse ou j'ai l'impression que c'est plus de la maladresse. Mais la faute, elle est. Puis il est coutumier du fait. C'est ça qui est un peu embêtant, c'est que là, en l'espace de 3 matchs, c'est quand même son deuxième penalty qu'il concède, quoi. Après celui effectivement qu'il a concédé face à Nice, hein, où il tacle Gouiri, là aussi un peu un tacle, tu sais. Autant, on avait dit, je crois, dans le débrief du match de Ah, Nice, que le tacle contre Guiri, on le sentait un peu inutile parce que il aurait pu, tu sais, accompagner Guiri et peut-être que Guiri n'aurait pas eu l'angle pour frapper au but. Et là, c'est pareil. Pourquoi tacler voilà. alors qu'il est dos au but, tu vois? C'est ce que je dis dans maladresse, c'est qu'en fait, il n'est pas en fait obligé entre guillemets de se sacrifier voilà. C'est que il avait juste à l'accompagner un peu à l'extérieur de la surface. Et je pense qu'il n'y avait pas besoin de forcément faire faute. Donc c'est un peu un manque de lucidité ou de maladresse. Oui. Ouais, c'est ça, t'as entièrement raison. Donc en tout cas, il concède le penalty et donc là, on a un penalty pour Valenciennes tiré par Baptiste Guillaume et il a en face de lui Monsieur Caillard. Alors pareil, Monsieur Caillard, on en parlera un peu plus par la suite juste après, mais Monsieur Caillard qui, comme vous le savez, est censé être un spécialiste de la discipline, arrête ce penalty avec son pied d'ailleurs. Et en plus, cet arrêt Grenade Forever je dirais forcément booste un peu les joueurs parce que si tu te fais ouvrir d'entrée comme ça, ça fait un peu mal. Et là, pour le coup, ben, là, t'es quand même content de te dire, bon, ok, là, c'est bon, on va tranquillement baisser la pression parce que là, ce que va nous faire Santon, c'est absolument terrible dès le début de match.
Et finalement, ouais, Caillard te permet de rester dans le match. Et finalement, Grenade Forever, on se dit, ok, ça va peut-être booster les joueurs. 2 minutes plus tard, la balle arrive dans les pieds de Monsieur Maziz et Monsieur Maziz se fait attraper par la défense de Valenciennes. Et penalty effectivement obtenu par Metz. Donc ouais, on est 2 minutes après le penalty raté de Baptiste Guillaume. Tireur, alors là, Monsieur Santons qui tire. Alors ça, il y a beaucoup de joueurs disponibles ont pris le latéral droit. Je pense je pense que c'est lui qui a pris la décision pour se faire pardonner. Je suis pas persuadé que s'il fait le penalty avant, c'est lui qui prenne le ballon. Ouais, voilà. En tout cas, effectivement, il tire ce penalty et il le transforme. Et donc Metz qui mène au score 1-0. Finalement, la meilleure chose qui puisse arriver pour nous, puisque ça oblige Valenciennes à être encore plus offensif dans ce début de match, vu qu'ils veulent certainement revenir dans le score, et surtout avec cette mentalité offensive dont tu as parlé au début de ce débrief. C'est une équipe qui a envie d'attaquer. Et nous, on a finalement ce troisième penalty sifflé dans le match, alors deuxième pour nous, avec ce tacle sur Monsieur Ambrose, et qui effectivement suscite beaucoup de débats. Parce que il y a deux camps qui s'affrontent, forcément. Il y a le premier camp de ceux qui se disent bon, et là beaucoup plus supporters du FC Metz. Oui, il y a effectivement penalty, c'est du jeu dangereux, patati, il a raison de siffler penalty pour nous, très très bien. Et il y a une deuxième partie, et moi je vous avoue que je suis peut-être plus orienté de ce côté-là. Je me dis, c'est quand même dommage, parce qu'il tacle quand même bien le ballon, le joueur de Valenciennes. Alors certes, il embarque un petit peu Ambrose par la suite, mais je veux dire, son intention était de tacler la balle, il tacle la balle, tu vois, il tacle, le pied qu'il utilise pour tacler ne percute à aucun moment, tu vois, la jambe d'Ambrose, et donc moi je suis un peu dans l'esprit, tu vois, je me dis, si genre Kouyaté, qui par exemple est un très bon spécialiste, tu sais, de tacle de ce genre, je pense qu'on est d'accord, si Kouyaté me fait ce tacle-là, moi je suis désolé, moi je suis supporter de Metz, tu me siffles un penalty contre moi après un tacle comme ça, j'aurais probablement peut-être déclenché un scandale aussi, tu vois, parce que pour le coup, moi je trouve que c'est un penalty qui est vachement sévère. Toi, t'en penses quoi de ce penalty ? Autant le premier, c'est de la maladresse, mais la faute, elle y est. Faute du Valenciennois. Mais autant le deuxième, c'est vrai, je pense que ça aurait été contre nous, j'aurais certainement pété un câble. Mais après, c'est l'interprétation. En fait, parce que il touche le ballon, ça on l'a tous vu. Mais c'est le fait que quand il touche le ballon, il continue et il découpe tout. Ouais. Et ça, dans l'interprétation, on l'avait déjà vu, des Messins faire ça et se faire... et prendre des rouges. J'ai l'exemple de Pajot contre Bordeaux qui prend la balle mais qui continue son geste et qui du coup découpe en même temps la jambe du joueur. L'arbitre siffle... Ah non, c'était carton rouge, pardon. Mais oui. Tu me vois venir. Mais donc, là, on en fait peut-être un pataquès parce qu'il s'est passé ce qui s'est passé mercredi contre Angers, où on est beaucoup, et moi le premier, à avoir dit qu'il n'y avait pas foncièrement penalty sur Kouyaté, parce que Kouyaté fait à peu près la même faute, c'est-à-dire qu'il touche le ballon, mais dans son geste, il découpe l'adversaire, et dans les règles, normalement, ça doit se siffler. C'est considéré comme du jeu dangereux. Mais en fait, c'est ça que t'as raison. T'as raison de dire une chose importante, c'est que en soi, la question de ce règlement, c'est sur le jeu dangereux, c'est qu'encore une fois, c'est pas une question dont comment dire, c'est pas. En fait, c'est un sujet qui est soumis à interprétation, c'est-à-dire qu'à chaque fois, voilà. C'est pas genre c'est blanc ou noir en fait, c'est-à-dire qu'en gros c'est une interprétation que tu fais et tu dis s'il y a jeu dangereux ou pas. Je veux dire, moi si vous regardez à nouveau le match contre Angers, à un moment donné, si je me souviens bien, il y a un sacré tacle réalisé sur le côté du terrain par un Messin qui envoie la balle, tu sais, en touche, mais genre le mec arrive à pleine vitesse quoi, tu vois. Et moi ça me fait penser je sais plus, je crois que c'est Udol aussi qui avait un peu un cas similaire. Attention, Udol qui avait pris un rouge c'était contre Nîmes, non ? C'était contre Nîmes. Bon, après, on peut dire qu'Udol il avait peut-être un peu plus pris par derrière, du coup, dans son tacle. Ouais. Même s'il tacle le ballon, il arrive par derrière. Là, on peut même pas dire en fait qu'il arrive par derrière.
Ah, c'est par devant, le tacle est fait par Donc, le pied va par c'est pour devant, ça tu que vois. c'est litigieux, parce que si c'est par derrière qui touche le ballon par derrière, mais que le geste continue, on n'est pas choqué parce qu'on se dit c'est quand même un tacle par derrière. Mais là, comme c'est par devant, c'est là qu'il est entre guillemets le litige et que c'est interprétation de l'arbitre. C'est ça. Et c'est vrai qu'après, en plus, ça a créé beaucoup pas de discussion, mais ça a créé effectivement enfin, de la tension, notamment dans le camp valenciennois, puisque Olivier Guégan prend un rouge, l'entraîneur de Valenciennes, et il est exclu carrément de la zone du banc de touche, hein, et envoyé en tribune. Euh, Moi, pour le coup, c'est vrai que je sais pas, il y a une chose importante, c'est que si je me trompe pas, Grenat Forever, il n'y a pas de VAR sur les matchs de Coupe de France. Je ne crois pas. Et donc, Non, c'est. ouais, donc je me demande si la VAR aurait peut-être pas, tu sais, tu vois, donné une autre interprétation à la situation. Hmm. Donc, C'est possible, c'est possible. ouais, donc franchement, je sais pas. Moi, je pose le sujet comme ça. Je dis ça parce que s'il y a 1-0 à la mi-temps, parce qu'on est à la 34e minute de jeu, hein, quand il y a ce deuxième but, s'il y a 1-0 à la mi-temps, est-ce que peut-être que Metz a une autre attitude dans ce match, alors que le 2-0, pour le coup, nous amène, tu sais, nous amène à un peu à ce sentiment, tu sais, où Metz va un peu plus relâcher la pression vis-à-vis de l'adversaire que s'il y avait eu 1-0, tu vois. Donc voilà, c'est un peu le sujet sur lequel j'avais voulu vous amener en vous concentrant, voilà, ceux qui nous écoutaient, sur ces histoires de penalty, surtout sur ce troisième penalty du match sifflé en faveur du FC Metz. On va aller tout doucement, Grenat Forever, sur, je dirais, plus des aspects individuels de ce match, sur des performances individuelles, et j'aimerais commencer par, justement, le marqueur de ce deuxième penalty messin, Monsieur Thierry Ambrose. Parce que Monsieur Thierry Ambrose, qui, il y a de cela une semaine, hein, nous a surpris en faisant une passe décisive. Hein. Je rappelle que c'était la première action décisive d'Ambrose au FC Metz, depuis qu'il est arrivé au club. Hein. Et il n'est pas arrivé au club il y a 6 mois. Hein. Il est arrivé quand même pour la saison 2019-2020. Et Thierry Ambrose, effectivement, contre Bordeaux, passeur décisif pour Monsieur Wagner. Et là, Monsieur Ambrose a un penalty. D'ailleurs, penalty qui a été provoqué sur lui-même. Et si j'ai bien compris, alors là, il y a eu plusieurs vagues, mais penalty qui à la base ne devait pas forcément être tiré par Ambrose, mais qui a été donné à Ambrose. C'est ça, c'est un geste de la part, je sais pas quel joueur, mais c'est vrai que c'est bien, ça prouve que l'équipe vit bien, que le groupe vit bien. Ils font quand même ça contre toute règle en vigueur, qui est que généralement le mec contre qui tu fais faute, ce gars-là ne doit pas tirer le penalty derrière quand même. Je dis ça, mais Ouais, c'est un peu la règle, entre guillemets. Hein. Généralement, c'est un peu de la poisse. Celui où on fait la faute, généralement, rate le penalty derrière. Hein. Ça, vous pouvez regarder, c'est une constante assez flagrante sur les penalties. bah surtout aussi parce que des fois les mecs peuvent avoir, tu sais, une petite douleur physique sur l'instant et ils sont C'est pas à ça. 100% pour tirer le penalty et peut-être que leur geste sera un peu divisé parce que il y a eu ce contact juste avant. Enfin voilà. Donc en tout cas, Ambrose qui effectivement tire sur si je me trompe pas, sur la gauche du but, donc sur la droite Oui. Très du bien tiré. gardien. Ouais, la droite du gardien qui était donc Konaté, c'est ça si je me trompe pas, Grenat Forever, le gardien de Valenciennes, Ouais, tout ouais. à fait Konaté. Et donc effectivement qui met son premier but sous les couleurs messines. D'un point de vue général, Grenat Forever, aussi sur son match, est-ce que tu as senti que Ambrose paraît peut-être beaucoup plus libéré, un peu plus déstressé avec ce qui est arrivé à Bordeaux, avec ce qui arrive là. C'est Euh, même. le poids, non mais tu sais, le poids de je suis un attaquant qui n'avait absolument pas contribué le moindre du monde à des actions décisives pour mon club depuis maintenant près d'un an et demi. Et là, en 3 matchs, j'ai contribué quand même à des résultats pour mon club. Tu penses que c'est vraiment genre voilà quoi, il est maintenant dans une phase où il va pouvoir un peu plus déstresser vis-à-vis de sa situation. Ce qui est bien, c'est que le match à Saint-Etienne aurait pu lui faire beaucoup de mal parce que il avait quand même plongé. Après, il est quand même remplaçant pendant 3 matchs d'affilée. Faut pas l'oublier. Et Frédéric Antonetti décide de le ressortir du chapeau un petit peu contre Bordeaux. Il l'a dit. Hein. Il sentait que ça pouvait être une fin de match pour lui quand il le fait rentrer, même si c'était que 10 minutes. Et je pense que forcément, sa passe décisive, ça lui a fait un bien fou au moral. On peut pas dire, on peut le dire.
Puis là, contre Valenciennes, ouais, je l'ai trouvé intéressant. Il a épuré un peu son jeu. Il faisait des choses simples, il réussissait bien, il faisait des efforts dans les deux sens. Puis tu sens, je sais pas, sa connexion avec Wagner, ils ont l'air de bien s'entendre parce que la dizaine de minutes qu'ils ont joué à Bordeaux, ils étaient intéressants. Là, leur première heure et demie ensemble, c'est pas trop mal aussi. Moi, j'ai envie de dire que ça te permet d'avoir un Thierry Ambrose concerné jusqu'à la fin de saison. C'est tout bénef et pour le joueur et pour le club, hein. Ah, bien sûr, tu as raison, ça permet d'avoir un joueur qui est vraiment concerné. En plus, j'ai regardé, mais Ambrose est sur des stats pas trop dégueulasses, hein. Le gars, quand même, est celui qui, dans le match, te tire le plus de tirs ouais, dans cette rencontre. Et non, il a absolument pas été dégueulasse sur ce match. Et donc, c'est bien. On va passer à la performance de Monsieur Caillard, parce que Monsieur Caillard, qui a donc commencé comme j'ai dit, sa période de titularisation en série par donc ce match contre Valenciennes. Il y a déjà l'aspect du penalty dont on a très rapidement parlé dans la partie sur les penalties, mais on va un peu plus parler maintenant de sa performance en général. Grenade Forever, t'en as pensé quoi toi de ce que nous a produit Marc-Aurèle Caillard sur ce match? Oh bah il a été très 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 rassurant. Moi je m'attendais à ce que peut-être enfin, pas de la pression, mais on savait qu'il allait jouer les matchs de coupe. Mais là, sachant qu'il a entre guillemets un nouveau statut pendant, on peut dire, un mois, est-ce qu'il allait pas se mettre un petit peu la pression de vouloir bien faire parce qu'il se dit si je me montre, il y a peut-être dans le futur je peux peut-être bousculer la hiérarchie, etc., etc. Mais il a été rassurant dès le début du match, il a fait le match qu'on attendait de lui. Puis toi, tu avais dit, je crois, dans ton avant-match que s'il y avait une séance de penalty, Marc-Aurèle Caillard allait nous qualifier. Ben, force est de constater que t'es pas passé loin de la vérité parce qu'il stoppe à penalty. C'est ça. Qui te laisse dans le match. Et pour moi, ça change complètement le match parce que avec ce qui s'était passé mercredi, tu te prends un but dans les 5 premières minutes, c'est pas le même match hein, derrière, hein. C'est clair. C'est pas le même match, hein. Ouais. Donc une bonne première pour lui, pour le coup. Et donc c'est bien surtout de voir qu'il y a eu la précision dans son jeu. Tu sais, des fois on parlait un peu du jeu de précision de Kidja, tu sais, dans les arrêts où des fois c'était un peu hésitant. Tu sais, il relâchait un petit peu la balle. Là, pour le coup, le peu qu'il a eu à faire, il l'a fait de manière décente. Et d'ailleurs, on l'a pas dit, mais sur le penalty qu'il arrête, faut pas oublier que l'action vient d'une frappe à la base qu'il réussit à arrêter, qui revient dans les pieds d'un Valenciennois, qui après d'ailleurs se fait tacler par 111. Mais donc pour le coup, c'était vraiment la seule période pour moi la plus dangereuse du match de Caillard, ça a été ça en fait, hein. C'était durant la 5e minute de jeu, la frappe et derrière l'arrêt qu'il réalise, tu vois. Puis là, sur le péno, on voit qu'il est quand même. Qu'il sait s'y faire parce qu'on a dit mercredi qu'Oukidja il est plongé à sa gauche. Là, ben, un droitier qui tire, il a tout de suite, il s'est pas posé de questions, il a tout de suite plongé à droite en laissant son pied, entre guillemets, au cas où si le mec finalement essaie de te prendre au milieu. C'est ça. Donc on voit que le gars est quand même, voilà, il y a de la réflexion et c'est vrai que j'en avais fait cette remarque sur le fait qu'Oukidja aurait peut-être pu, vu que c'était pas le tireur habituel côté Angers, aurait pu anticiper plutôt de plonger sur sa droite face à un droitier. Et effectivement, Caillard fait cette bonne analyse pour le coup et est récompensé. Alors pas sur un penalty tiré sur la droite, mais bien sur un penalty axial. Mais comme tu l'as dit, en laissant bien traîner son pied, alors que je connais beaucoup de gardiens, tu sais, qui auraient plongé, tu sais, en anticipant le fait de plonger vraiment bien au sol, avec les pieds bien au sol et pas un pied, tu sais, relevé comme ça au niveau axial, tu vois. Donc c'est encore une fois un penalty qui a été très très bien maîtrisé par Marc-Aurèle Caillard. Et donc une très très bonne performance à signaler pour Monsieur Caillard qui, on l'espère, va se répéter pour le match contre Lens. Et que Dieu, et Dieu sait que ce match contre Lens sera très très compliqué. Et donc on espère qu'il va poursuivre sur cette lignée-là. Dernier point que j'aimerais aborder dans ce débrief Grenade Forever au niveau des questions. Est-ce que tu penses que finalement il n'y a pas un peu des regrets du fait que le 4-3-3 hybride n'ait pas fait son retour pour ce match contre Valenciennes, sachant que on sait qu'il allait avoir, on savait qu'il allait avoir des absents pour le match contre Lens, hein, à savoir 111 et Kouyaté. Et on s'était dit, Valenciennes, ça serait une parfaite répétition pour remettre au goût du jour ce système. Et surtout contre une équipe de Lens qui, au final, voilà, alors elle est joueuse, donc peut-être qu'on va être plus à notre avantage dans notre jeu de transition,
Tu vois, donc là pour le coup, les partisans du 3-5-2 vont dire mais attendez, peut-être que Lens c'était pas le bon moment pour passer en 4-3-3. Mais c'est vrai qu'au vu des absents du match contre Lens, c'est quoi un peu ton sentiment par rapport à ça, Gonna Forever? Bah, moi, je suis un peu déçu. Déçu avant le match de pas voir, de pas tester en fait déjà ce schéma avec Delaine et Udol tous les deux des deux côtés. Pourquoi pas d'avoir testé du coup un milieu avec Pajot et Maïga, leur redonner du rythme ensemble. Je suis encore du coup plus déçu en après-match quand on voit la conférence de presse où Frédéric Antonetti nous dit clairement que dans un futur plus ou moins proche, il va remettre ce système à 4 derrière, mais que pour ce match de coupe, c'était pas encore le moment opportun. Donc on a beau lire entre les lignes, il n'a pas cité de match, mais on a compris que ça voulait dire pour le match à Lens. Donc pourquoi ne pas l'avoir tenté hier? Je suis un peu... ça m'embête pas, parce que voilà, mais je me dis que si à Lens ça se passe mal pour X ou Y raison, la première chose qu'on va dire à Frédéric Antonetti, c'est ça. C'est pourquoi tu l'as pas essayé du coup contre Valenciennes. Exactement, c'est ce que je me suis dit. Exactement. Peut-être à tort, hein. À Bien tort sûr. peut-être, mais c'est forcément ce que les gens vont retenir en priorité. Bien sûr. Et nous, on sait ce qu'on dira certainement en débrief du match de Lens. Si on voit que c'est un 4-3 hybride, on dira mais attendez, en plus, Valenciennes est pour le coup un peu comme Lens, deux équipes qui, tu sais, aiment bien attaquer. Bah là, ça aurait été un bon test, tu vois, face à une équipe peut-être qui est largement moins forte que Lens, mais ça aurait été un bon test. Et là, effectivement, moi, je serais un petit peu dégoûté si, genre, Lens, on met ce système-là en place et que finalement, bah ouais, t'as raison, la critique, elle sera naturelle de la part de certains supporters sur ce point-là. Maintenant, passons à un élément qui est finalement le résultat de ce match, donc la qualification pour le tour suivant de Coupe de France. Alors, le tour suivant, c'est tout simplement les huitièmes de finale. À l'heure où on parle, à l'heure où on fait ce débrief, le tirage au sort n'a pas eu lieu. Il y aura lieu ce lundi soir, demain soir, donc ce lundi soir. Avec un pool d'équipes qui pour le coup n'est pas encore affiné puisque il y aura certes les matchs du dimanche dont on peut déjà vous donner certains noms, il y a certains qualifiés, mais il reste encore un match dont il faudra surveiller, c'est le match entre Nice et Monaco si je ne me trompe pas. C'est ça qu'on a forever? Voilà, c'est le match qui aura lieu demain. Et là, au moment où on tourne ce débrief, il y a le dernier match de la soirée entre Canet et Marseille. Oui, tout à fait. Donc en tout cas, il y a un peu un pool de clubs possibles entre des clubs pour la plupart de Ligue 1. Il y a aussi des clubs qui sont dans les divisions inférieures, tu sais, à la Ligue 2, comme National, National 2, National 3. Alors après, j'ai pas vu, mais je crois que je me trompe pas, il doit y avoir, en termes de quoi, de clubs de Ligue 2, je crois qu'on a plus grand chose 6 années, si je me trompe pas. Toulouse. Toulouse, hein, ouais, il reste plus que Toulouse en club Seulement de Ligue 2. Toulouse. Ouais. Pour le reste, on est sur de la National 1, National 2, National 3. Donc il y a un petit choix à voir. Donc évidemment, on espère avoir le choix le plus abordable possible. Dans tous les cas, si c'est de la N1, N2, N3, tu me confirmes qu'on a Forever qu'on se déplacera à l'extérieur. Ah, dans tous les cas, ouais. Ouais. Comme il y aura le système des deux divisions d'écart qui s'applique, donc on se déplacera. Il y aura tirage inversé si Metz doit recevoir sur le tirage au sort une équipe de National 1. C'est ça. Sinon, le cas de figure où effectivement Metz pourrait recevoir, c'est si jamais Toulouse tombe contre Metz, ou sinon un club de Ligue 1. Voilà, un club de Ligue 1. Il y a quelques choix de clubs de Ligue 1 qui sont assez costauds. On pense bien sûr à Lyon. On va penser, par exemple, je sais pas, qu'on va avoir à Montpellier. On a déjà surtout les trois premiers. On va dire, Lille, Lyon, Paris. Monaco pourrait peut-être rejoindre ce quatuor. Et après, oui, dans les équipes qui pourraient nous faire chier, ça serait Montpellier, évidemment. Ouais, sinon t'aurais Montpellier. Donc en tout cas, vous aurez bien sûr sur les réseaux sociaux le résumé de cela. On va pas vous donner les noms tout de suite puisque c'est quelque chose qui sera en cours lundi soir. Mais en tout cas, voilà, il y aura une liste. On vous mettra la liste des potentiels noms à l'heure où on parle. Mais voilà, donc aujourd'hui, c'est une chose à surveiller. Tirage au sort ce lundi soir. On va terminer Grenade Forever par un peu de top et flop. Bien sûr, on vous invite à ceux qui nous écoutent à mettre votre top et flop dans les commentaires. Hein. Alors, un choix en top, un choix en flop. On va commencer par toi, Grenade Forever. J'aimerais avoir ton flop de ce match.
Est-ce que si on remet Victoria Angban, on peut paraître comme méchant? Bah, le problème, c'est que tu veux mettre. C'est quoi l'autre choix en fait? En fait, qui dans ses standings aurait pas fait le match qu'on attendait de lui? Bah, j'ai envie de dire malheureusement personne. Et comme lui en plus, il a des cartes à jouer, surtout que Vincent Pajot n'était pas mis titulaire hier, et peut-être qu'on attendait. Donc il avait encore une occasion de se montrer entre guillemets. J'ai envie de dire, il ne l'a pas saisi. Une fois de plus? Une fois de plus. Alors est-ce que le Victoria Angban qui ne peut s'épanouir qu'à Metz, c'est que dans un schéma à trois milieux? On est en droit de se poser cette question maintenant. Bah, moi je me En la fait, pose. Victoria Angban n'est pas bon que dans un schéma à trois milieux de terrain. Bah, parce que le problème, c'est qu'en bande, ne sachant faire qu'une chose qui est normalement de défendre et pas vraiment d'attaquer, quand vous êtes avec deux milieux de terrain en double pivot, les deux milieux de terrain doivent savoir faire les deux en fait. Ils doivent savoir aller vers l'avant, défendre et c'est pour ça que le 4-3 hybride lui va mieux parce que dans un 4-3 hybride, il peut se permettre, tu vois, de ne faire que défendre. Il sait qu'il y a le numéro 6 qui peut diriger un peu le jeu. Il sait que l'autre milieu de terrain peut aussi aller vers l'avant et donc faire un peu le taf pour lui si l'on veut, tu vois. Et puis il y a le créateur qui peut aussi apporter sa créativité dans le jeu offensif. Mais là, pour le coup, quand il est au milieu de terrain comme ça, il doit faire des choses. Et ouais, sur le coup, je ne l'ai pas vu sur ce match. Même défensivement, j'ai un peu regardé Grona Forever sur les stats défensifs. Ça n'a pas été dingue, Angban, sur ce match. Hein. Une fois de plus, hein, on avait déjà fait la remarque Grona Forever, tu sais, lors du match où il avait été titularisé, dernièrement. Qui était, si je me trompe pas, il faudrait que tu me retrouves le nom, Grona Forever, c'était quel match? C'était Bordeaux? Oui, c'est Bordeaux, avec Sarr. C'est Bordeaux parce que Pajot rentre à une demi-heure de la fin. C'est ça, et il joue avec Sarr, Angban. Donc là, il avait déjà montré que défensivement, il n'avait pas été au rendez-vous, et donc là, ça fait un nouveau match supplémentaire où il n'est pas forcément au rendez-vous défensivement, et où son utilité au jeu, et pour le coup, c'est compliqué, limité, comme vous voulez. Et donc une déception effectivement pour Angban. Donc je partage ton avis sur le flop. Je vais mettre aussi Angban, qui me paraît être un très bon choix. Au niveau du top, un peu plus compliqué cette fois-ci. Quel est ton top de ce match? C'est compliqué. Thierry Ambrose, Monsieur Ambrose. j'ai envie de le récompenser. Je pense que j'aurais pu mettre Kiki Kouyaté, surtout au vu de ses derniers matchs, que j'ai retrouvé consistant. Mais j'aime bien donner la part belle à ceux que j'ai jamais récompensés cette saison dans mes tops. Et enfin, de mettre un Thierry Ambrose dans mes tops, ça me fait quand même assez plaisir. Il a fait ce qu'on a demandé de lui, hein, un attaquant qui se crée des occasions, qui cherche des choses. Il marque son premier but sous les couleurs du FC Metz pour nous permettre de prendre l'avantage. Et puis après, il est impactant dans le jeu, même si c'est des choses qui ne se voient pas. Il a quand même été impactant dans le jeu. Donc pour toutes ces petites choses, je suis bien content de le mettre dans mes tops. Écoute, c'est un très très bon choix. Je vais partir sur un autre choix. J'aurais pu parler aussi de Kouyaté parce que moi j'avais dit dans certains, je crois dans certains tweets que Kouyaté pour moi était peut-être l'un des hommes du match parce qu'il était pour le coup hyper important défensivement sur ce match. Mais je vais quand même récompenser Caillard parce que Caillard s'il n'arrête pas ce penalty en début de match, dès le début de la rencontre, je pense peut-être que le match a peut-être une autre tournure qui se serait profilée pour le FC Metz. Et j'ai envie de récompenser Caillard parce que voilà, c'est pas évident d'être décisif de la sorte pour sa première série de titularisations pour le coup. Je vais récompenser notre César à nous, monsieur Caillard, pour son match. Voilà, on a un peu fait le tour de différents éléments dans ce débrief du match entre Metz et Valenciennes. Donc encore une fois, n'oubliez pas de mettre dans les commentaires votre top et flop de la rencontre, bien sûr, pour que l'on puisse un peu voir ce que vous pensez de certaines performances de nos joueurs. N'hésitez pas bien sûr aussi à liker la vidéo, très important pour le référencement, et à vous abonner aussi à la chaîne YouTube La Maison du Grenat. Encore une fois, un grand merci à ceux et celles qui se sont abonnés dernièrement. Merci beaucoup à toi, Grenat Forever. Merci à toi, comme d'habitude. Avec plaisir. Pour vous, les auditeurs, auditrices, on se retrouvera pour le prochain match de nos Grenats, à savoir le match de Lens. Lens, il y aura un avant-match, bien sûr, comme d'habitude, qui aura lieu la semaine prochaine. Donc d'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous, et allez le FC Metz!